Alors, moi, ma première question, est-ce que vous avez déjà été reçu comme ça? Un jour, quelque part? Jamais, n'est-ce pas? Non, c'est une première. Kylian Mbappé nous a coûté une fortune. Notre Kylian Mbappé. On applaudit pour Tati, s'il vous plaît. Bienvenue DG. Ici, nous, on a un rituel, une clé pour entrer, pour accéder à l'émission. J'espère que vous avez été briefé. Vous êtes producteur de programme, vous devez savoir qu'il y a toujours des ritonnés et des rituels. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là? Floriano a fait son travail. Milen Chancho a fait son travail. Ça se voit il mérite quelque chose tout à l'heure. Ça se voit qu'il y a des gènes de sapeur de par la sape de notre invité ce soir. Quand Oui, même. voilà, très élégant. Il faut qu'on relève ça. Franchement, c'est très sapeur et tout. Je peux décrire le look, mais on n'est pas là pour ça. On va laisser à Callaghan poser sa question. J'étais obligé de vous faire honneur. Je ne pouvais pas arriver quand même comme ça. Ah, c'est gentil. J'arrive à voilà, il fallait quand même que je sois un peu sapé. On se sent honoré. Alors, moi, j'ai la première question. Yes. Tati disait justement que tu es diplômé de l'école de l'Institut supérieur de marketing de luxe de Paris. Ouais. Mais elle a beaucoup parlé de télévision. J'ai envie de savoir, c'est quoi le rapport? On fait des études de marketing de luxe et on se retrouve dans la télévision. Comment? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapport en réalité. C'est vrai, c'est un diplôme que j'ai obtenu parce que j'ai toujours été passionné par l'industrie du luxe. Et puis, je suis tombé en fait dans la télévision par hasard. Complètement par hasard. En fait, après ces études-là, j'ai une amie avec qui je suis encore ami et qui travaille toujours, elle, avec Nagui d'ailleurs, encore aujourd'hui, et qui m'a dit « Oh, mais viens, on va faire un petit boulot d'été, juste après les études. » Et Nagui démarrait l'émission qui s'appelait à l'époque, Que le meilleur gagne, c'était un jeu. Et en fait, j'ai démarré sur ce programme, en mode de petit boulot d'été pour payer le permis de conduire. Et en fait, on faisait. Et tu fais quoi précisément à ce moment? À ce moment-là, on accueille les candidats, on est en bas, on les fait rentrer, on les dispatche sur le plateau, on fait des petites fiches pour Nagui, l'animateur, et on s'assoit derrière, on attend la fin de l'émission et on redispatche tout le monde. Rien de particulièrement sérieux. Rien. Et c'est à l'issue de ça que le producteur vient nous voir, il nous dit ah, mais vous faites quoi après cette session d'émission? Je dis bah nous, c'était pour l'été, on avait prévu autre chose. Non, parce que je vais chercher quelqu'un pour assurer la direction de casting, etc. On a dit c'est payé comment? Donc le tout est d'abord le bombo. C'est ça. C'était d'abord le bombo. Et puis quand il nous a annoncé le tarif, on a dit ah ça va peut-être le coup de faire encore quelques mois en parallèle des études, ce qu'on a fait. Et après la connexion avec Nagui s'est faite, on est devenus potes, il a monté sa boîte. Et lorsqu'il a lancé Taratata et une autre émission qui s'appelait N'oubliez pas votre brosse à dents, où là c'était vraiment de la. Il a naturellement fait appel. Voilà, il a fait appel à nous et là, j'ai été obligé d'expliquer à papa que j'allais faire de la télé et c'était compliqué. Voilà, parce que papa, il se disait, avec toutes les études là, il fallait faire autre chose que la télé. Je t'assure. Non, papa ne savait pas que la télé peut te rendre plus grand homme. Ah ouais. Plus que. C'est jamais de bonheur arrive. Te voilà plus grand aujourd'hui. C'est Dieu qui est fort. Ah, merci. Voilà. C'est lui. Voilà. Bon, tu as travaillé avec Nagui, Deschamps et même sur Koh-Lanta. Voilà, donc c'était une bonne chose. Comment deviens-tu donc incontournable? Est-ce que je suis incontournable? Non, je ne deviens pas incontournable. Si on travaille sur des programmes aussi importants, on peut soupçonner que... Ouais, non, c'est beaucoup de connexions. Et c'est souvent une personne avec qui j'ai travaillé sur un programme. Vous voyez, Koh-Lanta, ma meilleure amie, elle travaille encore dessus, elle continue à faire la direction de casting. Moi, elle m'a appelé d'abord un peu en secours, parce que Koh-Lanta, au début, on en faisait une par an, puis après, on en a fait 2 par an. Donc elle n'arrivait pas à tout gérer, donc du coup je l'ai rejoint. On a fait avec elle, j'ai fait les Philippines, j'ai fait le Brésil, j'ai fait la Nouvelle-Calédonie. Je vous rassure, nous on n'était pas comme les candidats, on était bien. On était bien posés derrière. Donc, ah oui, côté prod. Ce qui m'intrigue dans ce parcours aux côtés de ces grandes personnalités, c'est la diversité des tâches. Ah oui. Vous êtes rédacteur en chef, vous êtes directeur de casting de Koh-Lanta. Et franchement, je veux qu'on en parle quand même un peu. Comment ça se passe cette direction de casting? Ah oui. Comment vous faites pour vous diversifier autant quand même à la base, vous n'avez pas ce background? Aucune formation réelle. Exactement, du tout. Comment vous avez l'œil, comment vous avez l'intelligence? Alors ça s'est fait un peu naturellement. Et c'est vrai que le tout début, avec Que le meilleur gagne, on nous demandait de repérer des personnes qui, dans le public, pourraient faire la blague vis-à-vis de Nagui. Moi, je connaissais bien Nagui, et donc on savait plus ou moins ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. C'est là que s'est fait un peu le côté casting. Parce que j'ai d'abord avancé vers le casting, on préparait ensuite des gags pour les émissions, et puis ensuite, j'ai été débauché par De Chavannes. Wow. Et là, pour aller bosser justement sur l'émission Combien ça coûte.
Moi, j'étais pas rédacteur en chef, mais il avait besoin à ce moment-là d'un nouveau regard. Il me dit, je sais ce que tu fais chez Nagui. Je suis rentré, j'ai fait mes premiers reportages en réel sur combien ça coûte. Et aussi, j'ai fait des reportages très sympas, mais je connaissais pas ça. J'ai appris sur le tas. Ah ouais, non, c'était rock'n'roll au début. Et bien, après, combien ça coûte, directement, on vous a donné le prix. Ah, j'aurais bien voulu. Mais ça a traîné un peu. Non, tu as eu le prix. Ce que vous avez bien voulu et que vous avez fait, c'est produire des émissions de divertissement pour l'Afrique, pour le continent africain. Vous en avez fait beaucoup. On a cité Miss Vodacom, Prix Music et tout. Et moi, ma question, c'est quelle est la différence entre la production de contenu de divertissement africain pour les Africains et même pour les Européens et la production de contenu de divertissement pour les Européens? La plus grosse différence, je dirais que c'est surtout les moyens techniques. Et puis ensuite, c'est l'implication des uns et des autres. On doit passer plus de temps, malheureusement, chez nous pour bien cadrer les choses. Lorsqu'on est parti faire Miss Vodacom, on m'avait dit non mais viens, tu viens pour 3 mois. Puis je suis resté presque 9 mois à Kinshasa. Donc c'était rock'n'roll parce qu'on devait démarrer l'émission en septembre, mais on l'a démarré presque au mois de mars de l'année qui suivait. Donc on avait beaucoup de choses à mettre en place. Mais après, je vous dirais que c'est là où c'est intéressant. C'est là où on touche à tout, c'est là où on remet la main à la pâte. Moi, je me suis éclaté sur Miss Vodacom, sur Prix Musique, là, c'était de l'autre côté, c'était à Brazza. Après, il y a eu Castel Live Opera qui est arrivé, avec un gros casting. Je crois qu'on avait fait 12 pays pour trouver là aussi les pépites. Et puis, quand je suis rentré dans le groupe Canal, l'une des premières émissions qu'on avait envie de faire, c'était l'Afrique a un incroyable talent. Et je me souviens que même sur le casting, à l'époque, Fally était connu, mais il n'était pas encore au niveau où il est aujourd'hui. Et on se disait, ce serait bien d'avoir un Fally Poupa, machin. Et lorsqu'on lui a raconté le truc, il dit, ouais, je veux bien essayer. Il est venu, il a joué le jeu, c'était top. Wow. Et voilà, avec Angélique Kidjo d'un côté, Claudia Tagbo de l'autre, c'était vraiment chouette. Nous, on a adoré. Hein, on a passé un super moment. Alors, jusqu'ici, on parle de toi travaillant sur des programmes. Parce que quand on a un programme à faire, on a une Bible, un cahier de charge, un public cible. Mais quand on est directeur d'une antenne comme A+, et qu'on a une ambition panafricaine, on doit parler à de nombreux pays. Comment on fait pour à obtenir une antenne comme ça? Une seule télévision qui doit parler à une dizaine de pays francophones. Comment on relève le défi? C'est le plus dur. C'est vrai que moi, le plus gros défi, c'est effectivement de se dire, bon, bah voilà, il va falloir que j'arrive à plaire à Douala, à Bamako, à Kinshasa, en passant par Libreville. Donc, l'idée de départ, c'était de concevoir des émissions dans lesquelles on avait des invités ou en tout cas des participants venant de tous les pays. Vous avez parlé de Star Chef, c'était vraiment l'idée de départ. Star Chef, on s'est éclaté à le faire. Mais on s'est dit qu'il fallait peut-être au-delà de faire venir simplement des invités, il fallait que le concept soit fort. C'est-à-dire que voilà, que le concept de départ, est-ce qu'on a suffisamment de personnes dans tous les pays intéressées par la cuisine? Oui. Est-ce que voilà, on se posait les questions un peu simples, un peu basiques, et après on construit le programme comme ça, puis on essaie de le construire pas trop long, tirer les gens dans la semaine pour les amener sur un gros prime le week-end. C'était un gros challenge. Mais jusqu'aujourd'hui, c'en est un. Sur A+, aujourd'hui, on a des séries. On essaye par exemple de trouver des séries de toute l'Afrique. Mais toutes les séries n'ont pas le même ressort. Nous, on a eu une chance extraordinaire avec Madame Monsieur qui est arrivée pendant le Covid. On s'est dit, Ebenezer nous a envoyé un truc, là, il faut quand même qu'on regarde ça. On a regardé ça, on a regardé le truc, on a dit, mais il a tourné son truc d'une certaine manière. On connaissait, on le connaissait bien, Mitumba, sa manière de travailler. Mais là, tout d'un coup, on s'est dit, il nous apporte une nouvelle couleur à l'antenne, une nouvelle manière de raconter les choses. Ça nous a éclaté, et puis on a foncé. Titi? Oui, j'aimerais justement savoir, après avoir, en tant que directeur de A+, et A Ivoire, ça suppose que vous avez un regard sur les chaînes locales, les chaînes de toute l'Afrique, principalement celle du Cameroun. Quel regard portez-vous sur cette chaîne? Ne regarde que Canal 2, lui. Je connais que Canal 2. Bravo. Le contraire m'aurait surpris. Alors, si vous regardez Canal 2, dites-nous comment est-ce que vous... Non, ce qui est chouette, moi j'aime le divertissement. C'est pour ça que j'ai gardé ce côté A+ Ivoire, où on a effectivement un divertissement local. Parce que je trouve que, voilà, nous, le slogan d'A+ Ivoire, c'est toujours plus proche. Moi, j'ai besoin d'être proche de la population. J'ai besoin de raconter des histoires qui parlent aux gens. J'aime pas tellement les choses où on va chercher... Je pense que j'aime les mêmes choses, moi. Voilà, mais on pourrait aller chercher les choses qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne. Mais je pense qu'on a beaucoup déjà à raconter localement. Et ça, je pense que vous le faites bien parce que vous parlez directement à la population. C'est pour ça que je vous dis que Canal 2 a trouvé quelque chose qui me plaît dans ce sens-là. Vous voyez, vous êtes très proche également de vos populations, les gens vous connaissent, les gens vous suivent. Et puis sur le digital, vous êtes énormément suivis. On applaudit ça, non? C'est pas le lait, c'est pas...
Si c'est nous qui, si c'est moi qui dis ça, on va dire. Non, ça, c'est les la gens de réalité. A+. Alors moi Quel j'adore. directeur A+, Cameroun? Ouais. Comme j'adore titiller un peu, je vais peut-être poser la question qui fait problème. C'est la critique. La critique à faire au niveau de la chaîne. Vous voyez, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a une critique. Des choses à améliorer. Ici Oh. Oh, mais je me permettrai pas. Il y a forcément. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à améliorer sur mes propres chaînes. C'est vrai. Donc je vais regarder la vôtre avec beaucoup de bienveillance. Non, franchement, il y a beaucoup de bonnes réellement. choses. D'accord. Alors vous êtes au Cameroun pour les écrans noirs, participer aux écrans noirs. Comment ça se passe la préparation? C'était bien les écrans noirs. Moi, ce soir, on referme d'ailleurs l'édition, mais c'est important pour nous de participer aux écrans noirs parce que, comme je vous le disais, on a besoin de sourcer des programmes qui viennent, en tout cas des séries, qui viennent de toute l'Afrique. On ne va pas donner l'impression que la chaîne est une chaîne qui prend que des séries ivoiriennes, maliennes, sénégalaises. On en a pas mal. On n'en a pas suffisamment encore aujourd'hui sur l'Afrique centrale. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient à la rencontre des talents. On découvre de nouveaux réalisateurs, de nouveaux producteurs avec qui on commence à échanger et se demander, tiens, il y a peut-être des choses nouvelles à faire ici. Donc parfois les gens nous disent, on a du mal à vous trouver, on ne sait pas comment vous contacter. Donc c'est important qu'on vienne aussi vers eux. D'où l'importance de venir sur ce genre de festival. Mais c'est chouette, hein. Moi j'ai rencontré hier notamment des jeunes avec peu de moyens mais beaucoup de talent. Ouais, ça Ah, s'applaudit. c'est chouette.